Bienvenue sous les lambris de la librairie, votre espace feutré pour le grand pas de côté. Installez-vous, nous vous retrouvons ici le 2e et le 4e dimanche du mois pour une échappée où même loin de votre couette et de votre canapé, vous vous sentirez heureux comme un chat. Dans l'épisode du jour, on va faire un énorme pas de côté dans la littérature et vous allez découvrir Robinson Crusoe. Alors, vous allez vous dire de oui, Robinson, on l'a tous vu à l'école. Alors oui, on a vu une version expurgée, une version pour enfants de Robinson Crusoe, avec des éléments sur la rencontre avec Vendredi et ce genre de petits détails. Sauf que Robinson Crusoe, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus intéressant que ça, et surtout, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus long que toutes les versions qu'on a pu lire. Par exemple, si vous allez sur YouTube et que vous tapez audiobook de Robinson Crusoe, vous êtes parti pour 9 heures. Ça vous donne une idée. Mais là, en fait, dans le livre, qu'est-ce que vous allez découvrir ? Vous allez découvrir un univers que vous n'aurez jamais soupçonné. Parce qu'on va vous dire, oui, c'est l'histoire d'un homme qui a passé quelques années sur une île totalement abandonnée. C'est un peu différent que ça. Imaginez, vous êtes sur un bateau. Vous avez toute votre vie, on sait ce qu'on vous a dit, vous avez votre éducation. Du jour au lendemain, tout explose. Tous vos repères, tous vos guides, tout ce que vous pensiez être vrai, faux, le bien, le mal, ça n'existe plus. Vous survivez à un naufrage. Vous imaginez la scène ? Déjà, vous êtes dans un endroit où vous ne connaissez pas trop. Vous passez d'un bateau, alors j'ai envie de dire bien fait pour toi Robinson, parce qu'en fait c'était un bateau qui était utilisé pour faire de la traite d'esclaves. Donc voilà, pas vraiment grave s'il y a eu un naufrage. Sauf que là, vous voyez Robinson, il se retrouve tout seul sur une île et littéralement tout seul. En fait, tout le monde est mort. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais ? Comment je vais faire ? Comment Robinson va faire ? Et bien en fait, Robinson, il va faire ce qu'il ne se croyait jamais capable de faire. Il va il va remettre à zéro tout son système de pensée. Il va se baser sur son propre système de pensée qu'il va adapter à la situation et il va utiliser la rationalité pour survivre. Est-ce que vous voulez un exemple ? Oui, vous voulez un exemple. Alors, le naufrage, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il passe d'un bateau où il était en sécurité à il passe tout mouillé sur une île, il ne sait pas où il est, il ne sait pas s'il est tout seul, il ne connaît pas les bêtes, il ne connaît rien. Et là, en fait, le premier remise à niveau de son système, à savoir, première nuit, il vit dans la terreur. On oublie le confort de la vie anglaise. Il est dans la terreur la plus totale. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien en fait, sa première nuit, il va la passer attachée dans un arbre. Pourquoi ? Il se souvient que par sécurité, vaut mieux aller dans un arbre. Alors, par sécurité, vaut mieux aller dans un arbre. Oui, si vous voulez échapper au gros matou. Par contre, tout ce qui est serpents, araignées, ils sont en hauteur, donc même là, vous n'êtes pas vraiment en sécurité. Mais en tout cas, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va passer du confort anglais à vivre la première nuit attaché à une branche avec sa ceinture. Et il va vivre dans la terreur. Et en fait, cette terreur, ça va vraiment le faire passer d'une étape à une autre, d'un état à un autre. À savoir qu'il passe de l'homme civilisé, selon ses propres critères, à une proie. Vous imaginez un peu, tous ses repères sont complètement foutus. Et là, en fait, le lendemain, il fait le bilan de « qu'est-ce que j'ai sur moi ?» Et en fait, quand il a quitté le bateau et qu'il s'est retrouvé sur l'eau, il avait un couteau, une pipe et du tabac. On va pas se mentir, c'est pas l'idéal. Alors, qu'est-ce qu'il fait à partir de ce moment-là où il se retrouve passé d'homme civilisé à proie ? Il va devenir ultra rationnel. C'est-à-dire que tout ce qu'il a appris avant, grosso modo, ça n'existe plus. Il va faire en sorte d'utiliser ses connaissances, son intelligence à la situation actuelle. C'est-à-dire que c'est la réalité qui va le faire agir. Mais il va se servir de ce qu'il a appris dans son passé d'avant pour survivre. Passé d'avant, ça ne veut strictement rien dire, mais c'est pas grave. Donc là, en fait, la première action qu'il met en place le lendemain où il se réveille, c'est de retourner sur le bateau. Alors, il va prendre des objets, il va prendre des branches, il va se faire un radeau de fortune et il va remonter sur le bateau. Sur le bateau, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il est déjà passé en mode action, en mode réaction.
Donc il va trouver tous les objets dont il va avoir besoin pour survivre dans sa nouvelle vie. Je vous rappelle, il ne sait pas où il est, il ne sait pas sur quelles ressources il peut compter, il ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc il est obligé d'être dans l'action, sinon en fait il meurt. Et surtout que effectivement il a des proies, donc on n'a pas le temps vraiment de réfléchir et de se poser dans un lit en mode « Oh mais qu'est-ce que je fais, que va devenir ma vie ?» Non, s'il fait ça, il meurt. Donc il est dans l'action. Il retourne sur le bateau et il récupère des clous, des outils, des marteaux, tout ce qui va lui servir à construire sa future nouvelle vie. Et vous allez voir, Gilliatt fait pareil. Il récupère aussi 2 chats, un vieux chien. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur. Et ces 2 chats et ce chien vont lui sauver la vie et la santé mentale, donc la vie, parce que ça va devenir ses interlocuteurs. Il va aussi récupérer un perroquet qui va avoir un rôle qui va grandir au fil du temps. Mais là, vous voyez, il est sur le bateau. Il retrouve ses codes de sa vie d'avant. Donc vraiment, voyez le naufrage et voyez le bateau comme le symbole de la vie qu'il avait avant. Il retrouve ce bateau-là et là, à un moment, il voit des pièces d'or et des bijoux. À votre avis, il les prend ou il les prend pas? Et en fait, il va les prendre, mais en les prenant, il va dire que c'est une drogue et je vous prends par habitude. Donc là, en fait, il réalise déjà que c'est une habitude systémique, que ça va lui servir à rien, parce qu'il va les appeler les drogues, ça va lui servir à rien, mais ça va le rassurer sur sa vie d'avant. Et pourquoi ça va lui servir à rien? C'est de l'or, et l'or, ça ne vaut strictement rien quand on est sur une île déserte où il n'y a personne, où on ne sait pas quoi faire. Quand vous êtes dans un état de survie, entre l'or que vous ne pouvez pas échanger, que vous ne pouvez pas faire fondre, ou des clous, des marteaux, des scies, en fait, bizarrement, c'est les outils qui vont être le plus précieux. Donc là, vous voyez déjà, dans son système, il commence à mettre quelque chose à jour. Dès le début, très rationnel, il va faire en sorte de ne pas sombrer. Quand je dis ne pas sombrer, pour un naufragé, c'est quand même dommage, parce qu'on dit qu'il a raté sa vie. Ne pas sombrer, mais ne pas sombrer dans sa tête. La santé mentale, on en parle beaucoup à l'heure actuelle. À l'époque, on en parlait beaucoup moins. Quand je dis à l'époque, c'est au 18e, pardon. On en parlait beaucoup moins, mais lui, en fait, Robinson va le faire, sa santé mentale. Il va écrire. Il va écrire, et en fait, il ne va pas écrire juste pour le plaisir d'écrire. Il va écrire pour garder vraiment une trace de ce qui se passe, et surtout pour l'obliger à réfléchir. Et là, en fait, on va avoir une première dissociation. La dissociation de celui qui vit et celui qui rédige. Vous avez déjà fait ça vous aussi, de se dire ok, la situation j'arrive pas à la gérer, je vais prendre un pas de côté et je vais faire une focale arrière et je vais me dire ok, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui se passe? Ça vous aide à ne pas avoir la tête dans le guidon. Robinson, c'est ce qu'il fait. Donc il écrit, il écrit, il écrit. Pour vous donner une idée, en fait quand il va commencer à ne plus avoir d'encre, ça va devenir une folie pour lui, peut-être une petite mort même, parce qu'en fait il n'a plus rien pour écrire. Donc ça va être pour lui aussi une façon de voir, de créer une nouvelle encre. Il va essayer d'écrire avec de l'eau et un mélange d'eau et un mélange de suie. Ça ne va pas fonctionner. Il va essayer d'écrire avec son sang. Ça ne va pas fonctionner. Heureusement pour lui, parce que je pense qu'il serait mort avant la fin du livre. Mais vraiment, sa santé mentale va être super importante. Il va aussi faire quelque chose tout de suite. Il va se faire un calendrier. C'est-à-dire qu'il va récupérer du bois et il va faire une entaille. Parce que pour lui, c'est très important de ne pas perdre la notion du temps. Parce qu'encore une fois, c'est la chose, ça rythme en fait, ça rythme la vie. Donc, ne pas perdre la notion du temps. Il va faire une entaille pour un jour. Quand il va arriver au dimanche, l'entaille sera sera 2 fois plus grande. Et quand il va changer de mois, l'entaille sera 2 fois plus profonde. Vous voyez, encore une fois, la rationalité. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir survivre. Il va aussi passer dans un autre biais dans son journal, à savoir que, les neurois, on ne va pas se mentir, on est les rois pour l'autosabotage. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un tableau avec 2 colonnes, le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il va se dire, le mal, je suis tout seul sur une île déserte. Ça, c'est la version négative, la version horrible. La version positive, j'ai survécu à un naufrage. Vous voyez, la même situation, dans les 2 cas, il est tout seul sur une île, mais il n'a pas du tout la même façon de le voir. Et ça va aussi le sauver mentalement.
il va rentrer dans une discipline assez intense pour justement ne pas devenir fou. Même si certains diraient que oui, mais il a tellement tout dans le contrôle qu'il devient fou. En fait, non. Parce que justement, il n'a absolument rien dans le contrôle, donc il contrôle que ce qu'il peut contrôler. Il s'ancre en fait dans son système. Et en fait, toute cette histoire autour de Robinson qui veut absolument avoir un contrôle sur le temps, en fait, c'est la hantise de l'auteur, de Fou. Pourquoi alors moi je dis de Fou, ça se trouve c'est de Faux, mais j'ai toujours dit de Fou. Pourquoi Parce que en fait, lui, sa grande hantise, en fait, l'auteur, c'est la déchéance de l'esprit. Et ça, vous remarquez à l'heure actuelle, bizarrement, ça revient à la mode parce que combien de personnes autour de vous ont dit, moi, ma plus grande peur, c'est Alzheimer, c'est la démence, c'est toutes ces maladies neurodégénératives. À l'époque, c'était déjà ça. Lui, vraiment, sa hantise, c'était la perte de maîtrise et la perte de contrôle. Pourquoi cette peur? En fait, faut savoir que Robinson Crusoe, c'est basé sur une histoire vraie, sur l'histoire d'Alexander Selkirk, qui en 1711 a été retrouvé sur une île après 4 ans. C'est une histoire vraie, 4 ans. Au bout des 4 ans, comme il n'avait eu aucun échange avec qui que ce soit, il ne parlait plus. Il avait perdu l'usage de la parole. Il ne pouvait plus porter de chaussures. Alors ça, c'est drôle pour certaines personnes. Mais bon, mes petits neuroas, vous savez ce que c'est, hein, l'enfer des chaussures. On est très content quand on les vient. Donc vous imaginez, il passe 4 ans sans chaussures, sans parler, et il revient à la vie londonienne. Donc le choc a été aussi brutal pour Alexander que pour les Londoniens, parce qu'ils ont dit, mais c'est quoi cet animal? Donc en fait, vous voyez, pour l'auteur, il s'est dit, en fait, on peut très vite devenir fou. Donc il fait mettre à son personnage en place tous ces ancrages pour ne pas devenir fou, justement. Et là, en fait, on se rend compte que son système, c'est pas un luxe. Le fait de mettre en place un calendrier, de mettre en place des activités par jour, d'écrire, c'est pas du tout un luxe. Au contraire, c'est une armure qui le protège de la folie. Et là, en fait, au fur et à mesure du temps, parce que je vous dirai après combien de temps il est resté au final sur l'île, on va avoir un homme qui va muter, qui va passer d'un état à un autre état. Mais forcément, ça ne se fait pas dans la joie et dans le bonheur. C'est-à-dire qu'il va apprendre, et il va échouer, mais il va continuer. Le plus grand exemple dans l'histoire, c'est à un moment, Robinson abat un cèdre géant, évidemment, sinon c'est pas drôle. Il abat un cèdre géant qu'il transforme en canot. Je vous rappelle, il est sur une île, il a très peu d'outils. Même à l'heure actuelle, avec des outils relativement, juste une scie pour abattre un cèdre géant, il faut quand même se lever tôt, surtout quand on est tout seul. Donc vous imaginez, il fait ça. Une fois que l'arbre est tombé, et il va les vider, il va enlever les écorces, il va le transformer en canoë. Ça lui prend des mois et des mois et des mois. C'est un travail de fou. Sauf qu'en fait, il va devoir abandonner ce canoë. Et pourquoi il abandonne le canoë? Tout simplement parce que malgré tout son travail, en fait, il est trop loin de la mer. Et donc, il ne peut pas le déplacer parce qu'il est trop lourd. Mettez-vous à la place de Robinson. C'est un truc pour le coup, à vraiment devenir fou. Mais en fait, non, il est obligé de passer à autre chose. C'est la preuve que tout système est bon quand on l'adapte à la réalité. Vous voyez, c'est pour ça, tous les neuroas, quand on dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, alors oui, mais si ce n'est pas adapté à votre réalité, ça va faire encore plus compliqué. Et là, en fait, Robinson, qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est adapte-toi à la réalité. Là, ok, ton canoë, il est parfait, sauf que tu ne peux pas le bouger. Donc, tu as deux solutions. Soit tu restes accroché à ton canoë et tu meurs, soit tu passes à autre chose. Et il est obligé de passer à autre chose. Mais vous voyez, ça va passer par des petits éléments qui semblent un peu bizarres, mais par exemple, Robinson a une obsession. Son obsession, c'est de faire du pain. Vous allez dire, mais pourquoi faire du pain? Pourquoi c'est super important? En fait, dans sa tête d'homme civilisé, le pain, c'est la nourriture. C'est-à-dire qu'il est sur une île,
il a trouvé, il peut manger des oiseaux, il arrive à faire de la chasse, donc il pourrait se contenter, si on peut dire ça, de viande grillée ou de légumes ou ce genre de choses. Bah en fait non, parce que pour lui, dans sa tête d'homme civilisé, il faut absolument du pain. Ça n'a pas beaucoup changé, parce que pour le coup, je mange sans gluten, et quand je dis ça aux gens que je mange sans gluten, c'est «Ah, mais comment tu fais, tu manges pas de pain?» Non, c'est pas grave. Mais il y a vraiment un truc au niveau du pain. C'est un aliment qui est tellement dans toutes les cultures. Regardez, dans les religions, le pain, il fait quand même partie vraiment de beaucoup de rites. Donc, il développe une obsession pour ce pain. Là, encore une fois, à l'heure actuelle, on l'a tous vu pendant le confinement. Pour faire du pain, vous allez chercher de la farine, vous mettez de l'eau, vous mettez ce que vous voulez, vous avez du pain. Robinson, euh, il est tout seul, il n'a pas de farine, il n'a rien. Donc, pour lui, faire du pain, ça va devenir une véritable épreuve. Mais encore une fois, ça va l'ancrer parce qu'il a un but. En fait, c'est ça qui est important dans Robinson, c'est de se dire, ok, lui, son but au final, c'est de survivre. Il ne sait pas quoi, il ne sait pas combien de temps, il ne sait pas si un jour il va être retrouvé, mais c'est de survivre, et c'est de survivre aussi au niveau mental. Donc, bah, en fait, il décide de faire du pain. Le hasard a fait que la chance, sur le bateau, parce qu'il fait quand même plusieurs allers-retours, il arrive à faire plusieurs allers-retours sur le bateau qui s'est échoué. Il retrouve des graines avec des rats. On nous précise qu'il y avait des rats. Mais il retrouve des graines d'orge et il les fait pousser. Il met 3 ans. 3 ans. Ça veut dire déjà qu'il a passé plus de 3 ans sur l'île. En fait, il a passé beaucoup plus que 3 ans. Il a passé 3 ans sur son île, entre le moment où il a planté et le moment où il a pu récolter assez de grains pour moudre et ensuite pour faire son pain. Sauf que vous vous doutez bien que pour faire son pain, vous le faites cuire dans quoi le pain? Ah bah oui, il faut un four au minimum. Donc qu'est-ce qui se passe? Il doit construire son four. Et en fait, à la base, ce qui devait passer pour un tout petit truc un peu facile, ça devient non seulement une tâche quotidienne à se dire, ok, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de faire du pain. Alors, pour faire du pain, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de graines. J'en ai pas, il faut que je les fasse pousser. Ok, j'en ai trouvé, donc j'ai fait pousser. Maintenant qu'elles sont en terre, qu'est-ce que je fais? J'attends, je reste devant ou je fais quelque chose d'autre? Ah, il va me falloir un tamis à un moment après pour la farine. Il va me falloir une meule. Donc, tout ça, en fait, il va le construire. Et vous vous dites, ouais, non, mais c'est bon, passe à autre chose. Non, parce que je vous rappelle que on est dans un monde où il est très genré. Dans sa tête, il est civilisé, c'est-à-dire les hommes vont gagner de l'argent pour que les femmes restent à la maison et s'occupent du quotidien. En gros, elles s'occupent de faire des habits, elles s'occupent de faire à manger. Donc pour lui, faire du pain, même si c'est se nourrir, ça va contre ses principes. Vous comprenez? Je ne veux pas vous rappeler, mais il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a dit que c'était contre ses principes de faire des œufs, de se faire à manger, parce que voilà. Bon, lui, s'il avait lu d'autres bouquins, notamment un livre qu'on fera dans un prochain épisode, il n'aurait peut-être pas fini en prison. Mais vous voyez, pour vous dire que certaines personnes sont très non, ça va contre mes principes, moi mal, moi pas faire à manger. Oui, mais t'es tout seul. Donc si tu fais pas à manger, tu meurs. Donc là, en fait, sur le papier, ça a l'air facile, sauf que lui, en fait, il est, comme on dit à l'heure actuelle, il est en train de se déconstruire. Mais parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est tout seul, et parce qu'il n'a pas de servante à appeler, il n'a pas de femme à appeler, ce qui à l'époque, on va pas se mentir, c'est à peu près la même chose. Donc, il fait son pain. Et là, en fait, en faisant ça, il se rend compte que, en fait, faire la cuisine, c'est quand même une science. C'est pas donné à tout le monde, et c'est un vrai métier, en fait. C'est un vrai travail, c'est quelque chose qui demande des connaissances. C'est pas donné à tout le monde. Donc, voilà, il va se déconstruire, il va faire des choses. En parallèle à ça, donc il fait à manger, mais vous vous doutez bien que pendant tout le temps où il est resté sur son île, en fait, il a dû quand même se construire une maison. Là, vrai mec, il va se construire une vraie maison. Donc là, en fait, on a la description, il va se trouver une plaine au pied d'une falaise dans laquelle il va pouvoir construire une maison avec des palissades, avec une palissade où on nous explique bien que les pieux plantés dans le sol sont tellement rapprochés qu'on ne peut même pas y passer la main. Il n'y a pas de porte. Pourquoi il n'y a pas de porte? Parce que comme ça on ne peut pas défoncer. Donc il met une échelle, il monte sur l'échelle, il passe de l'autre côté et il enlève l'échelle. Comme ça, il est en sécurité, littéralement dans sa grotte.
En parallèle à ça, donc vraiment le mâle, mâle alpha, mâle, tout ce qu'il faut, en fait, il doit aussi se faire des habits. Eh ben oui. Mais là, vous voyez, ça fait partie de dans son fameux journal où il écrit Je suis tout nu, donc je ne suis pas civilisé. Mais de l'autre côté, sur le bien, il se dit en même temps, les températures font que j'ai pas besoin d'être habillé. Mais quand même, il va quand même devoir casser son côté mâle viril pour, en fait, tout simplement pour s'habiller. Donc là, il va devoir cette fois-ci tuer des chèvres, récupérer les tendons pour faire le fil, les os pour faire les aiguilles et la peau, donc il va devoir tanner. En fait, Robinson, pendant tout le temps où il va rester sur son île, comment dire, il va devenir un être complet, un être intégral. Ma misandrie naturelle vous dirait que en fait il va devenir adulte, mais c'est quand même de la manière un peu violente. Mais en fait, il va construire sa maison et il va prendre tout ce qu'on lui avait dit de ça c'est un truc de bonne femme, ça c'est un truc de bonhomme. Sauf que en fait il est obligé de faire des trucs de bonne femme et de bonhomme, donc il devient un être complet, une entité complète. Et là, vous allez dire, ouais, non, mais en fait, c'est simple, il a la belle vie, il est sur une île et la personne est tranquille, pourquoi il s'inquiète? Il doit toujours garder sa santé mentale. Et un jour, au bout d'une éternité, 15 ans, c'est pas non plus, voilà, 15 ans, je vous rappelle juste que nous, en France, quand on a fait le confinement, au bout d'un mois, les gens devenaient tarés parce qu'on était enfermés chez nous. Là, imaginez de 15 ans sur une île déserte, tout seul, en ayant peur d'absolument tout au début, à ne pouvoir parler qu'à des chats, des chiens et un perroquet, c'est un peu compliqué de rester quand même relativement sain. Mais en fait, au bout de 15 ans, il va rencontrer Vendredi. Alors, pourquoi il s'appelle Vendredi? Parce qu'il l'a rencontré un vendredi. Et là, en fait, on va quand même découvrir un côté pas super agréable quand même de Robinson, parce qu'on pourrait se dire qu'il a été totalement... qu'il est content quand même d'avoir retrouvé cette personne et de pouvoir échanger avec lui. En fait, oui et non, mais là on est quand même sur une partie, je vous rappelle que l'Angleterre, puisque l'auteur est anglais, je vous rappelle juste que l'Angleterre c'est quand même un empire colonial, donc il y a encore des résidus assez... des résidus de colons, qui fait qu'en fait, il va lui apprendre tout de suite son nom, donc Vendredi, il va lui dire que maintenant tu t'appelles Vendredi, et il va lui apprendre le mot maître avant de lui apprendre le mot ami. Donc vous voyez, on n'est pas vraiment dans l'échange et dans l'égalité. C'est-à-dire que même là, alors qu'il est tout seul sur son île et qu'il trouve quelqu'un sur l'île qui peut aider, non, il doit quand même le dominer. Et là, pour la petite histoire, en fait, Vendredi, il a échappé à un groupe de cannibales. Il leur a fait peur parce qu'il a tiré avec son fusil, qu'il avait quand même gardé son fusil pour se protéger. Et ils ont eu peur parce que c'est un bruit qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. Donc ils ont fui et ils ont laissé sur place Vendredi, qui donc aurait dû être mangé. C'est pas une raison pour traiter un être humain aussi mal, même s'il était destiné à être mangé. Donc là, en fait, dans la rencontre avec Vendredi, ce qui va se passer, c'est que Robinson, là, il va lui imposer tout son système de valeurs. Il va tout lui imposer. Ses habitudes, amis, servants. Bon, franchement, là, c'est un peu... on ne sait pas trop. Mais il va lui imposer sa façon de penser. Il va lui dire que lui, il se fait appeler le gouverneur parce que il ne veut pas devenir fou, donc il est le gouverneur, donc il a une sensation de pouvoir sur son île, sachant que c'est pas son île, sachant qu'il ne gouverne personne parce qu'il est tout seul sur place, à part avec son perroquet. Son perroquet qui lui a quand même sauvé la mise parce que c'était la seule personne qui lui permettait, avant Vendredi, qui lui permettait d'entendre encore sa langue et d'entendre encore une langue qu'il connaissait en dehors de lui-même. Et ça a été un point d'ancrage, mais aussi un point de douleur parce que ça lui rappelait en fait tout ce qu'il n'avait pas connu, tout ce qu'il n'avait plus connu depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Donc là, en fait, il lui impose son système de pensée à Vendredi, mais par contre, il lui impose quand même son système de pensée, mais le nouveau
système de pensée. Donc en gros, pour que tu sois un vrai homme, il faut que tu saches faire à manger, cuisiner, faire tes habits et tuer des proies. Donc on est quand même sur, comme dirait à l'heure actuelle, une éducation non genrée. Tout simplement parce qu'il est tout seul. Donc il doit... alors pardon, parce que je sais que ça va choquer des gens, mais c'est pour vous remettre dans le contexte et pour vous faire comprendre, et je vais caricaturer. Il va se comporter comme le père, à savoir de manière virile. Tu dois tuer des proies, tu dois aller chercher à manger, tu dois protéger le lieu, mais aussi l'éduquer comme une mère, dans le sens où tu vas devoir apprendre à coudre, tu vas devoir faire à manger et tu vas devoir apprendre à te soigner et t'occuper de ta santé mentale. C'est très genré, je caricature à dessin pour vous faire comprendre, mais là Robinson, il est tout seul, donc il a appris à faire tout seul, donc c'est ça qui va transmettre à vendredi. Ça va toujours à suivre. Donc là, rassurez-vous, c'est bientôt fini. On peut se dire que Robinson, en fait, le temps qu'il est resté sur son île, à savoir, accrochez-vous, parce qu'il est quand même resté 28 ans. Il est resté 28 ans sur son île déserte, quasiment tout seul, tout du long. Et en relisant, je me suis dit, mais ça prend 28 ans à un homme adulte de se débrouiller pour apprendre à se déconstruire tout seul sur une île déserte, 28 ans. Ouais, moi perso j'ai lâché l'affaire, mais bon, en tout cas pour vous dire que ça prend le temps que ça prend, mais en tout cas au XVIIIe siècle, pour qu'un homme apprenne qu'il faut savoir faire à manger, c'est pas un truc de bonne femme, c'est un truc d'adulte autonome, 28 ans. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se fait retrouver par un navire anglais, donc il est effectivement dans une joie phénoménale parce que il retourne à la civilisation, à ce qu'il a voulu en fait tout du long. Et il est alors rapatrié, il est ramené, il retourne à Londres, sa ville natale. Sauf que, en fait, 28 ans se sont passés. Et il arrive dans une société qu'il ne connaît plus. Alors, il pourrait se dire qu'il est tranquille parce qu'en fait, quand il était parti, avant de partir, il avait investi dans des fermes au Brésil, comme quoi déjà à l'époque c'était la mode, il fallait le faire. Et en tout cas, il a récupéré énormément d'argent. Sauf que il arrive dans une société à Londres. Alors oui, il est richissime, mais en fait, il n'a plus les codes. Il n'a plus les codes, il ne se reconnaît plus là-dedans, ça ne l'intéresse plus. Donc, à votre avis, comment ça finit? Bah oui, Robinson repart. Il requitte la civilisation parce qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'on lui avait appris, en fait, ça ne correspondait plus à son nouveau système de pensée. Nouveau système de pensée qui l'avait poussé dans ses retranchements, qui l'avait poussé à évoluer, à grandir. Et là, en fait, comme il se reconnaissait tellement plus, il a décidé de quitter cette civilisation. Et ça, c'est une chose que les neuroas, on retrouve souvent en fait, qu'on préfère être loin, on préfère ne pas être mélangé avec une civilisation, avec des codes sociaux, soit qu'on ne maîtrise pas, soit qu'on ne veut pas maîtriser, parce que l'hypocrisie, ça ne nous va pas, ça ne nous intéresse pas. On ne comprend pas en fait, quand bien même on voudrait, on ne comprend pas, c'est pour nous, c'est un système de valeurs qui ne nous correspond pas. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler de système de valeurs? Donc en fait, il s'en va. Lui, ce qu'il lui fallait, en fait, il a mis en place son journaling, il avait mis en place son obsession des rituels, des habitudes, et en fait, c'est ça qui l'a sauvé. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre, et aujourd'hui, les trésors d'Eurydice qui sont là. Nous avons ici une magnifique, vraiment magnifique, parce que je vous montre l'objet qui est juste là, avec de la dorure, on aime la dorure, et le signet en cuir. Vraiment magnifique. Et si je vous dis que ce livre date de la fin du 19e, on est dans les années 1870. De mémoire, on est en... Enfin, de mémoire, non, je vais lire. On est en 1878. Et ce livre, vous voyez, c'est une pépite. On a les 4 tomes. Beau, illustré, sans aucune tache, et ça vous donne l'objet doudou. C'est vraiment un objet que vous allez aimer avoir en main, que vous allez aimer toucher. Parce que le livre, il a une histoire en tant que livre, et il y a l'histoire qui est
dedans. Donc, si vous voulez rencontrer ce livre, si vous voulez l'adopter, c'est comme pour tous les autres livres, vous venez le chercher et vous demandez le trésor de Rédis. Ok ? Et n'oubliez jamais la leçon des livres. Lire est un acte de survie et votre esprit est un territoire que vous seul protégez. Prenez soin de vous. Rendez-vous le 2e et le 4e dimanche du mois pour votre prochain refuge dans votre librairie de Lille.